c'est dans la boîte. Mais on va tout reprendre depuis le début avec les tripes cette fois. Oubliez les versions édulcorées. Ici, on gratte le vernis pour découvrir les cicatrices des légendes. Bienvenue dans l'arène où les mythes tombent le masque. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, le dossier le plus brûlant et le plus tragique du patrimoine musical français. L'histoire d'un type qui a brûlé la chandelle par les deux bouts, vivant avec la fureur d'un ouragan, avant de s'évaporer comme un fantôme en plein océan. Flashback. Paris, automne, 1977. Le ciel est bas lourd de menaces et une pluie glaciale nettoie le bitume comme pour laver les péchés d'une ville qui ignore encore le drame qui se joue. Une berline sombre, vitre teintée au maximum, se faufile dans les ruelles désertes. Elle rase les murs, fuyant comme la peste, les objectifs affamés des paparazzis qui tueraient pour une photo. À l'intérieur, recroquevillé à l'arrière, un homme tente de se faire tout petit sous une épaisse couverture de laine. Son corps n'est plus que l'ombre de lui-même, squelettique ravagé. Difficile de croire que c'est le même colosse qui 10 ans plus tôt faisait trembler la France entière d'un simple coup de gueule. Dans la pénombre de l'habitacle, il est méconnaissable. Personne ne pourrait deviner qui se cache là. Personne ne sait que cette cage thoracique, qui propulsait jadis des ondes de choc à travers l'Olympia, ne fonctionne plus aujourd'hui qu'avec un poumon en miettes et une rage de vaincre hallucinante. Ce passager clandestin, c'est le Grand Jacques, c'est Brel. Il a traversé la moitié du globe incognito revenant du bout du monde, pas pour les paillettes qu'il a envoyées valser jadis, mais pour une ultime croisade, une mission secrète aussi vitale que désespérée. Cela fait une décennie complète, 10 longues années que le rideau est tombé. 10 ans que Brel a brisé le cœur de ses fans en quittant la scène en pleine gloire, laissant le public français orphelin et sous le choc. La rumeur voulait qu'il ait trouvé son Éden aux Marquises, qu'il vivait là-bas, libre et sauvage, pilotant son avion au-dessus du Pacifique, loin des projecteurs. Mais la réalité de ce retour en catimini est bien plus cruelle, bien plus complexe que la carte postale idyllique qu'on nous a vendue. Jacques Brel ne voyage pas léger. Il transporte avec lui une dernière lettre d'adieu, un testament sonore enregistré dans l'urgence absolue. Il est là pour cracher sa vérité sur ce cancer qui le ronge, une maladie qu'il a dissimulée au monde entier, derrière son sourire carnassier. Il est revenu pour briser le silence avant que le silence ne le brise. Mais pourquoi? Pourquoi ce symbole de vie et d'énergie brute a-t-il décidé de revenir? Pourquoi choisir d'affronter la faim dans une solitude aussi glaciale, rejetant la compassion de ceux qui l'adulaient? Quelle force surnaturelle l'a traîné devant un micro alors qu'il crachait ses poumons pour régler ses comptes, une dernière fois avec ses bourgeois et ses faux frères qu'il exécrait tant? Comment un artiste qui avait l'univers à ses pieds a-t-il pu tout s'aborder? Comment en est-il arrivé à vouloir mourir comme un étranger, loin de tout? Avant d'ouvrir ce testament et de lire entre les lignes sanglantes de ses adieux, il faut rembobiner le film de sa vie. Il faut comprendre comment un gamin bien né de Bruxelles, promis à un avenir doré et soporifique, a senti grandir en lui cette bête sauvage qui finirait par le dévorer. Pour saisir l'ampleur du tragique secret que Jacques Brel emportera dans sa tombe, il faut mesurer le vide au-dessus duquel il a marché. Il faut réaliser la hauteur vertigineuse de sa chute volontaire. Car au départ, rien, absolument rien, ne prédisposait ce fils d'industriel né dans le coton et le silence feutré de la bourgeoisie belge à devenir cette idole fiévreuse. Son destin semblait scellé d'avance dans la grisaille de la cartonnerie familiale. L'usine, le bureau, la signature en bas de page. Une vie confortable rectiligne comme une autoroute mais mortelle pour une âme qui rêvait de tempêtes et de naufrages. On le voyait déjà prendre la suite de son père, respecter les codes serrés des mains et vieillir sans faire de vagues. Mais Jacques avait une phobie, une terreur primitive, l'ennui mortel des dimanches après-midi. C'est cette peur viscérale de devenir un mort vivant, un homme qui respire par habitude, qui l'a poussé à commettre l'irréparable au début des années 50. Il a tout plaqué. Il a laissé sa femme Mich et ses filles derrière lui. Non pas parce qu'il ne les aimait pas, mais par pur instinct de survie. Il a sauté dans un train pour Paris avec une guitare, une dalle d'enfer et une soif d'absolu. Ses débuts à Paname. Un massacre. La capitale française a été impitoyable. Paris ne l'attendait pas et lui a fait savoir.
On se moquait de sa dégaine, de ses dents chevalines, de ses grands bras maladroits, qui semblaient le gêner plus qu'autre chose. On le traitait de clown triste de raté, mais année après année, à force de s'user la santé dans les bouges de la rive gauche, à force de nuits blanches et de tabac froid, la chrysalide a fini par éclater pour libérer un monstre de scène. Au milieu des années 60, Jacques Brel n'est plus juste un chanteur à texte. C'est devenu autre chose. C'est un phénomène physique presque mystique, une anomalie magnifique dans le paysage trop sage de l'après-guerre. Ceux qui ont eu la chance de le voir sur les planches mythiques de l'Olympia le disent tous, ce n'était pas un concert, c'était un combat de boxe, un duel à mort contre lui-même. Chaque soir, le rideau s'ouvrait sur une arène où Brel, tel un taureau blessé, chargeait ses propres mots. Il ne chantait pas Amsterdam, il l'incarnait. Il devenait le marin bourré, il devenait le porc, il devenait l'odeur de la friture et de la bière rance. Sa voix montait en flets emportant la salle dans une transe collective, pendant que son corps ruisselait littéralement. Et cette transpiration devenue légendaire, ce n'était pas du chiquet, c'était l'eau de son âme qui débordait. C'était bien plus que de la sueur, c'était l'offrande charnelle d'une vérité brute. Il ne chantait pas simplement, il se consumait littéralement sur les planches, livrant chaque fibre de son être, jusqu'à toucher les limites de l'effondrement physique. Quant à « Ne me quitte pas », oubliez la simple romance, car ce morceau s'est métamorphosé en une supplique cosmique, devenant l'hymne absolu de toutes les âmes en peine, qui, grâce à sa voix, pouvaient enfin hurler leur détresse à la face du monde. Avec le chef-d'œuvre, ces gens-là, ils brossaient un portrait au vitriol de la société, une caricature d'une précision chirurgicale qui fustigeait la médiocrité crasse de cette petite bourgeoisie provinciale qu'il avait fui à toutes jambes, mais qui semblait toujours lui coller à la peau, comme une seconde nature. Brel s'était imposé comme le reflet incandescent des tourments de l'Hexagone, dans une époque charnière, où une France en pleine reconstruction tentait désespérément de se définir entre ses vieilles racines et le vertige de la modernité. Il n'était pas un chanteur, il était l'incarnation vivante de l'intensité à l'état pur. On l'appelait le grand Jacques, ce pote idéal que chacun rêvait secrètement d'avoir, à sa table celui qui avait le cran monstrueux de gueuler tout haut les vérités qui étouffaient les autres tout bas. Ses vinyles s'arrachaient par millions dans les bacs. Ses tournées devenaient des marathons infernaux, brisant les frontières géographiques pour résonner des plaines glacées de l'URSS jusqu'aux scènes mythiques des États-Unis. Il trônait sur le toit du monde. Néanmoins, c'est au cœur même de cette lumière aveuglante, au zénith de sa gloire, que le masque de l'idole a commencé à se fissurer de manière irréversible. Brel, cet homme qui avait une aversion épidermique pour le mensonge, a senti peser sur ses épaules le fardeau écrasant de son propre mythe. Il a compris avec horreur que la machine vorace du show-business tentait de le digérer pour le recracher sous la forme d'un simple produit marketing. Il était condamné au sourire perpétuel forcé de griffonner des autographes, à la chaîne contraint de reproduire mécaniquement chaque soir les mêmes émotions scéniques, tel un automate parfaitement programmé pour divertir la galerie. Pour cet éternel amoureux des grands espaces et de la liberté sauvage, cette routine dorée s'apparentait de plus en plus à une insupportable prison de velours. Et tapi dans l'ombre des coulisses, tandis que la foule en délire scandait son nom à s'en déchirer la gorge, Jacques Brel échafaudait déjà dans le plus grand secret les plans de sa spectaculaire évasion. Alors que la France entière idolâtrait un demi-dieu invincible, capable de soulever des montagnes par son seul vibrato, la réalité cachée derrière le rideau rouge était celle d'un homme en perdition qui se noyait à petit feu. La façade publique brillait de 1000 feux saturés de disques d'or et de salles pleines à craquer, mais l'envers du décor s'apparentait davantage à un véritable chemin de croix qu'à la vie de rêve vendue par les magazines. Brel découvrait à ses dépens le tarif exorbitant de la célébrité, réalisant qu'elle ne se contentait pas de vous voler votre emploi du temps. Elle exigeait le sacrifice de votre âme. Les premiers symptômes de cette fracture interne étaient purement organiques, une révolte viscérale de sa propre chair. Très peu de gens avaient en conscience qu'avant chaque montée sur les planches, le grand Jacques traversait un martyre silencieux et terrifiant.
La terreur absolue de décevoir l'angoisse viscérale de ne plus être à la hauteur du monstre sacré qu'il avait créé lui nouait les tripes jusqu'à provoquer une maladie physique intense. Dans la solitude glauque des loges loin des projecteurs et des regards admiratifs, il se vidait littéralement, vomissant ses tripes. C'était devenu un rituel macabre et quotidien, la preuve irréfutable que son corps rejetait violemment cette pression inhumaine qu'il s'infligeait soir après soir. Il répétait souvent avec un sérieux glacial que monter sur scène revenait pour lui à marcher vers l'abattoir. Pourtant, dès que le faisceau lumineux le frappait, il affichait ce sourire carnassier, il chantait, il donnait le change avec brio, dissimulant ses tremblements incontrôlables sous une gestuelle ample et théâtrale. Mais cette souffrance dépassait le simple trac de l'artiste, elle était le fruit de l'exploitation impitoyable d'un système industriel qui avait identifié en lui la poule aux œufs d'or idéale. Brel se retrouvait broyé dans l'engrenage infernal des tournées sans fin, prisonnier d'un mouvement perpétuel. Il passait sa vie à dévorer des milliers de kilomètres de bitume somnolent, quelques heures dans des chambres d'hôtel, sans âme, se nourrissant de sandwichs insipides entre deux galas de province. On le pressait jusqu'à la dernière goutte comme un citron dont on veut extraire tout le jus. Les producteurs avides, les impresarios aux dents longues, toute l'industrie du disque voulait croquer sa part du gâteau tant qu'il était chaud. Il lui faisait paraffer des contrats qui l'enchaînaient à un rythme de bagnard, atteignant le chiffre hallucinant de 300 concerts par an. Il n'avait plus d'existence propre, plus une seconde pour voir grandir ses filles, plus un instant pour simplement reprendre son souffle. Il avait cessé d'être un homme pour devenir la propriété exclusive de son public et la caution bancaire de ses créanciers. Le pire supplice pour un homme doté d'une honnêteté aussi pathologique que Brel était ce sentiment insidieux de devenir une vaste imposture. Il commençait à se percevoir comme un vulgaire jukebox, une machine à sous dans laquelle on glissait une pièce pour entendre résonner la valse à 1000 temps, sur commande. Il exécrait par-dessus tout l'idée de devoir simuler mécaniquement les mêmes émotions déchirantes, soir après soir, comme une partition apprise par cœur. À ses yeux, chanter sans avoir le cœur qui saigne réellement s'apparentait à du vol, qualifié une véritable escroquerie morale envers ses spectateurs qui avaient payé leur place. Il se sentait rongé par la culpabilité d'être riche à millions, alors qu'il chantait la misère coupable d'être adulé par des foules, alors qu'il ressentait une solitude abyssale. Cette solitude était d'un paradoxe cruel, car il vivait entouré en permanence d'une cour bruyante de musiciens de faux amis et de maîtresses de passage. Mais personne, absolument personne, ne saisissait l'ampleur du gouffre qui se creusait inexorablement au fond de lui. Il vénérait l'artiste, le chanteur prodigieux, mais était-il encore capable de voir l'homme qui agonisait derrière la vedette? L'industrie musicale, cette formidable usine à fabriquer des idoles en plastique, ne cherchait pas à le protéger. Elle était occupée à le consumer jusqu'à l'os. Elle exigeait qu'il continue sa course folle indéfiniment, qu'il demeure ce personnage tragique et magnifique jusqu'à ce que mort s'ensuive. Cependant, Jacques Brel n'était pas un pantin désarticulé. Il sentait viscéralement que s'il continuait à se plier à ses exigences démentielles, s'il acceptait de devenir ce triste fonctionnaire de la gloire, il finirait par se vouer une haine féroce. La contradiction violente entre son besoin vital presque animal de liberté et cette cage dorée étincelante devenait tout simplement insupportable à vivre. Il sentait l'étau se resserrer inexorablement, une urgence vitale de fracasser cette cage dorée avant que la machine du show business ne lui dévore l'âme tout entière. Le véritable drame pour un artiste de sa trempe n'était pas de chuter, mais de continuer à parader sous les projecteurs, pour de mauvaises raisons, une mascarade qu'il ne supportait plus. Cette pression souterraine accumulée année après année ne pouvait aboutir qu'à une rupture violente, un non catégorique, hurlé à la face du monde. Ce n'est pas dans les colonnes fielleuses de la presse à scandale que l'affaire a éclaté, mais bien dans les tripes de millions de Français orphelins de leur idole. En octobre 1966, alors qu'il règne en maître absolu sur l'Olympia Brel, commet ce que ses dévots ont vécu comme une haute trahison, il désert le navire en pleine gloire. Il tire sa révérence brutalement et sans appel.
Pour le grand public, c'est un choc thermique, une énigme totale, impossible à décrypter. Qui saint d'esprit abandonnerait les cachets pharaoniques, l'adoration des foules et le pouvoir absolu pour le néant? C'était inconcevable pour le commun des mortels. Les magnates du spectacle, terrifiés à l'idée de perdre leur poule aux œufs d'or, ont cru à un caprice de diva, une folie passagère. Ils ont sorti l'échiquier proposant des fortunes pour le retenir. On a usé de chantage affectif, on l'a supplié à genoux, mais le grand Jacques était un bloc de granit. Il a tranché le lien avec une froideur chirurgicale. Il a quitté la lumière comme on s'arrache des bras d'un grand amour fuyant, avant que l'habitude et la laideur de la vieillesse ne viennent ternir la passion. Il était persuadé d'avoir réglé sa dette, d'avoir racheté sa propre liberté au prix fort de l'oubli médiatique. Adieu le costume de scène 3 pièces, bonjour la vareuse grossière de matelot. Il s'offre l'Ascoï, ce géant des mers, pour assouvir ce vieux rêve de gosse, devenir une ombre, parmi les ombres sur l'océan infini. Son but ultime, tuer le mythe Jacques Brel, cette statue encombrante pour laisser enfin respirer Jackie, l'homme simple qui voulait juste voir l'horizon. Durant une parenthèse enchantée de quelques années, l'illusion fut parfaite. Entre les embruns et les rires francs, il pensait avoir semé ses vieux démons et conjuré le sort de l'artiste torturé. Hélas, le destin est un dramaturge sadique qui déteste qu'on improvise une fin heureuse sans son accord explicite. C'est en 1974, aux abords des Canaries, que la réalité l'a rattrapé au tournant brisant son rêve d'évasion. L'orage ne venait pas du ciel, mais de l'intérieur. Pas de vague scélérate, mais une douleur fulgurante lui déchirant la poitrine, le rappelant à l'ordre. Le verdict médical a claqué comme une sentence irrévocable, cancer du poumon. Son propre corps se retournait contre lui, la trahison la plus intime et la plus cruelle qui soit. Alors qu'il goûtait enfin à la vraie vie, l'addition salée lui était présentée. Le prix à payer pour l'intensité de son existence. C'était le retour de bâton de ces milliers de cigarettes gitanes, avalées dans le stress des coulisses de ces nuits blanches et de cette vie consumée par les deux bouts avec une ferveur suicidaire. Devant cette condamnation à mort sans appel, Brel s'est retrouvé d'une solitude glaciale absolue face à l'abîme. Ce milieu qu'il avait déifié l'avait déjà remplacé ou catalogué comme fou. Par un orgueil démesuré, il a décidé d'ériger une forteresse de mensonges autour de sa maladie. Il a choisi de jouer la comédie une dernière fois, cachant la gravité de son état au monde entier, pour ne pas voir de pitié dans leurs yeux. Opéré à Bruxelles dans une clandestinité totale, on lui retire un bout de poumon. Il interdit les pleurs, refusant catégoriquement le statut de victime ou de martyr. Il se sentait pris au piège. Lui qui avait défié la grande faucheuse en chanson dans Le Moribond, se retrouvait désormais en tête-à-tête avec elle, sans public pour le protéger. Il n'y avait plus personne pour crier « bravo » à son courage, juste le silence clinique d'une chambre d'hôpital et ses propres fantômes pour compagnie sur un lit froid. C'est à l'automne 1977 que le rideau se lève sur l'acte final. Il brise le silence tropical des marquises pour un dernier coup d'éclat tonitruant. Jacques Brel remet le pied sur le pavé parisien, la ville qu'il a fait roi. Il ne revient pas en conquérant solaire, mais en samouraï blessé, rassemblant ses dernières forces vitales pour l'ultime assaut. Retranché dans une suite de l'hôtel Georges V, il vit comme un ermite de luxe cachant au monde son visage bouffi par la cortisone et les ravages du mal. Il sent le sablier se vider inexorablement. Il lui reste quelques semaines tout au plus pour graver son testament spirituel dans la cire du vinyle. Il n'est pas là pour mendier de la compassion ou des larmes. Il est là pour rendre la justice, sa justice impitoyable. Il veut reprendre les rênes de sa légende, imposer ses derniers mots avant que le néant ne le bâillonne à jamais. Dans la pénombre feutrée des studios Barclay, l'ambiance tient plus de la messe funèbre que de l'enregistrement pop. Un silence de cathédrale règne. Les ingénieurs du son, témoins de sa fureur de vivre des années 60, écrasent une larme. Voir ce géant à bout de souffle luttant pour chaque inspiration est un calvaire émotionnel. Entre deux couplets, il s'effondre sur une chaise épuisée. Le masque à oxygène devient son seul allié, une lutte pathétique pour quelques molécules d'air. Pourtant, dès que le voyant rouge enregistrement s'illumine,
La magie opère, défiant toute logique médicale. Le malade s'efface, le grand Jacques ressuscite. Sa voix désormais d'outre-tombe, caverneuse et vibrante, n'a rien perdu de son acier tranchant. Au contraire, ce timbre brisé est devenu une arme de guerre. Sur cet album Testament, il ne chante pas, il éructe son âme. L'heure des comptes a sonné. Il déploie sa liste noire, celle de ceux qui ne mériteront jamais son pardon, même au seuil de l'éternité. Avec une ironie corrosive, il charge une dernière fois la bourgeoisie, ces gens bien, qu'il assimile à des porcs, crachant sur leur confort moral. Il vomit leur hypocrisie sociale et ce matérialisme rance, qui lui a toujours donné la nausée, dénonçant la vacuité de leurs existences. Il vise entre les deux yeux les faux frères, ces parasites qui lui tapaient dans le dos quand l'argent coulait à flot, mais qui ont fui à la première difficulté. Il fustige la bêtise crasse d'une époque qui broie les poètes pour en faire des produits de consommation jetables. Chaque strophe est une baffe, chaque mesure un réquisitoire. Il refuse de partir en paix. Il veut que le monde sache qu'il est resté insoumis jusqu'au bout. Son intention est limpide et brûlante. Il désire graver dans nos mémoires le souvenir d'une fureur incandescente, d'une révolte, qui n'a rien perdu de sa superbe ni de sa violence. Pourtant, au cœur de cette vendetta musicale implacable, surgit une confession d'une vulnérabilité bouleversante. Lorsqu'il entonne Jojo, cet hommage poignant à son complice disparu, Georges Pasquier, c'est en vérité avec sa propre fin qu'il engage un dialogue intime. Il s'adresse à elle sans trembler d'homme à homme avec une douceur infinie, lui faisant la promesse solennelle de retrouvailles festives et éternelles de l'autre côté du miroir. C'est précisément dans ce balancier vertigineux oscillant entre une haine viscérale des vivants et une sérénité absolue face aux défunts que le grand Jacques fracasse son propre mythe. L'idole intouchable s'effondre pour de bon. Il se dépouille de ses oripeaux de star pour ne laisser apparaître que l'essentiel, une humanité brute débarrassée des artifices du succès. Ce qui reste, c'est un homme mis à nu d'une fragilité bouleversante, qui confesse sans phare sa terreur du néant, tout en hurlant son amour démesuré pour cette existence qui lui file entre les doigts. Quand le disque atterrit dans les bacs dans un silence médiatique assourdissant, zéro promotion, aucune interview l'est fait et celui d'une bombe atomique dans le paysage culturel. L'audience totalement pétrifiée réalise soudain qu'il ne s'agit pas là d'une simple œuvre musicale, mais bien de l'ultime révérence d'un condamné à mort. C'est là le dernier tour de force magistral de l'artiste. Il a contraint la planète entière à tendre l'oreille, non pas pour chercher les ovations faciles, mais pour encaisser de plein fouet sa vérité crue, sans filtre et sans la moindre mise en scène. Désormais, Jacques Brel a trouvé le repos éternel dans le modeste cimetière d'Atuona, loin des tumultes parisiens et des hypocrisies mondaines. Là-bas, sur cette terre sauvage de l'île d'Ivaoa, il dort à quelques mètres à peine de la sépulture d'un autre géant, le peintre Paul Gauguin. Deux âmes, en exil volontaire, deux génies consumés par une quête d'absolu impossible à rassasier désormais unis, pour les siècles des siècles, face à l'horizon infini de l'océan Pacifique. Pourtant, si l'enveloppe charnelle du chanteur s'est éteinte en octobre 1978, son timbre lui résonne encore aujourd'hui, comme une mise en garde prophétique adressée à notre monde moderne. La saga de Brel transcende largement les frontières de la variété française. Elle nous oblige à nous regarder dans le miroir et à questionner la brutalité de notre obsession pour les célébrités. Combien de créateurs de génie devrons-nous regarder brûler vifs sur l'autel impitoyable de la gloire et du star system? Combien de drames faudra-t-il avant que nous réalisions qu'un cœur humain fragile et battant se cache toujours sous les paillettes et le costume de scène? Serons-nous un jour capables d'entendre leurs appels au secours avant que la lumière ne s'éteigne à jamais? Brel lui a rejeté ce statut de victime, refusant d'être broyé par une machine qui transforme les hommes en légendes froides. Il a fait voler en éclats les chaînes dorées du showbiz pour revendiquer un droit inaliénable et sacré, celui de redevenir un homme libre, faillible et profondément mortel. Son ultime missive, cet album aux allures de testament spirituel, enregistré alors qu'il était à bout de force, n'était pas qu'une simple vengeance personnelle.
C'était une bouteille à la mer, un message universel destiné à secouer chacun d'entre nous. Il nous martèle une vérité essentielle. L'existence est une urgence absolue, un compte à rebours qui ne s'arrête jamais. Il nous crie aux oreilles que le confort bourgeois est un piège mortel et que le véritable péril n'est pas la mort, mais la soumission. Vivre à genoux en espérant une hypothétique retraite est la pire des fins. Le grand Jacques a fait son choix vivre debout face au vent, quitte à brûler la chandelle par les deux bouts et partir prématurément. Au moment de clore ce chapitre tragique, ne gardons pas en mémoire la mélancolie de son départ, mais plutôt la puissance dévastatrice de sa leçon de vie. Il nous lègue cette pensée, devenue le credo de tous les rêveurs insoumis. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Si l'épopée de Jacques Brel a trouvé son point final, votre propre histoire, elle est encore en train de s'écrire en 2026. Si cette tragédie flamboyante a résonné en vous, si vous sentez monter cette fièvre de vivre sans la moindre concession, rejoignez notre communauté pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Faites circuler ce récit pour que la voix tonitruante du grand Jacques continue de traverser les frontières et les générations. Et vous confiez-nous dans l'espace commentaire ce rêve fou que vous portez en vous, mais que vous n'avez pas encore eu l'audace d'amorcer. Nous lirons chaque témoignage avec attention. À très vite pour une nouvelle plongée dans la vérité des mythes.